Ouais, alors je reprends. Clap, j'ai pas amené mon clap d'ailleurs. Il y a une petite, il y a une nouvelle tendance là qui est en train d'émerger de YouTube qui consiste à ce que par exemple des gens qui se sont illustrés dans le business, dans le monde de la tech notamment, comme Guillaume Moubèche, le boss de l'Emlist, enfin de l'Empire. C'est un groupe avec plusieurs structures. Et puis Grégoire Gambato, qui a lancé un petit peu le game de LinkedIn il y a quelques années, il y a 4 ans, en 2020, aux environs de 2020, et puis désormais qui est parti aux États-Unis et qui se sont mis à faire des prises de parole, des capsules vidéo face caméra, sans aucun montage, tel quel, en live, enfin en live, du moins en enregistrement, et puis sans du tout mettre de miniature ou quoi que ce soit correspondant au code des chaînes YouTube qui émergent. Donc cette petite tendance, moi je la trouve intéressante. Eux divulguent et sortent pas mal de conseils, de tips sur ce qui leur est arrivé. Ils ont des parcours évidemment tout à fait intéressants. Beaucoup plus jeunes que moi, mais avec déjà des succès très différents. Et sur un plan, d'ailleurs si on regarde ça sur un plan financier, on peut considérer des succès plus importants que les miens, avec des reventes des exits, comme on appelle ça, des reventes de structures. Dans le cas de Guillaume Moubèche, il a revendu une partie de ses parts pour des montants très conséquents. Mais peu importe, le sujet qui nous anime, c'est pas celui-là, c'est le fait que je trouve intéressant cette prise de parole presque inopinée et un peu brute de fonderie directement face caméra, sans préparation, sans montage, sans script. Alors d'ailleurs, on dit beaucoup que quand c'est le cas, l'essentiel se perd beaucoup parce que quand on a un script, quand on a écrit l'élément qu'on voulait raconter, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus focus et direct, alors qu'évidemment sur une prise de parole comme ça instantanée, alors que j'ai même pas d'ailleurs devant moi des notes ou quoi que ce soit, c'est autrement plus différent, et ça va faire peut-être un peu plus de rythme décousu. Bon, derrière, je verrai comment je vous restitue ça. Mais si je prends la parole et je me mets face à vous et à nu sur ces petites capsules vidéo, c'est parce que, donc je le disais, on est en mai 2025, et moi j'ai lancé un écosystème, j'ai appelé ça comme ça, un écosystème que j'ai appelé Je ne perds jamais. Et je l'ai lancé sous la forme, au départ, d'un podcast. Donc en mai 2024, exactement, pardon, n'importe quoi. En mai 2022, j'avais 48 ans à l'époque. Enfin, j'ai eu 48 ans en mai 2022, et je m'étais lancé dans le podcast parce que ça faisait 24 ans, 24 plus 24 égale 48, jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça faisait 24 ans que j'avais démarrer, je dirais, ma carrière entrepreneuriale, si on peut appeler ça une carrière, parce que en ce qui me concerne, en 1998, j'ai lancé une start-up à l'époque de la bulle Internet, hein. Je vais cracher d'ailleurs au moment du crash des dot-com, de la bulle Internet, la première bulle Internet comme on l'a appelée. Et donc moi, c'était en 1998, champion du monde d'ailleurs, la France était champion du monde, championne du monde de football. 24 ans plus tard, je me suis retrouvé à me dire, bon ben voilà, j'ai un certain parcours avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup d'aventures et d'échecs, bien sûr. Et j'avais envie je me suis posé la question de me dire, voilà, j'ai déjà 48 ans à l'époque, en 2022, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, c'est quoi un peu ma mission, et puis d'autant plus que je suis père de 3 enfants. Et donc, évidemment, cette notion de succession, de transmission à ses enfants entre en ligne de compte. Et donc, à l'époque, j'avais
par facilité aussi, mais parce que j'avais envie d'un contact immédiat, assez intime avec le podcast, et parce que moi-même j'écoutais énormément de podcasts, et j'en écoute toujours, eh bien je m'étais dit que c'était intéressant de lancer ça. Donc j'ai lancé le podcast Je ne perds jamais, le podcast des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat, et puis derrière, eh bien j'ai commencé à le décliner sous la forme de ce que moi j'appelle un écosystème, c'est-à-dire que je me suis dit, bah tiens, finalement, sous la marque Ombrelle, sous la marque Je ne perds jamais, eh bien j'ai commencé à me dire que j'avais envie de créer des formations ou une formation, de décliner ça sous ensuite, par, par exemple, une maison d'édition. Maison d'édition Je ne perds jamais pour les livres, et puis ainsi de suite. Limite même, idéalement, vu que ce projet, c'est un petit peu le projet du reste de ma vie, comme je l'appelle, eh bien, évidemment, ce projet va probablement continuer pendant de nombreuses années, et voire même jusqu'à la fin de ma vie terrestre, eh bien, sous la forme de, par exemple, j'aimerais bien lancer un incubateur, un endroit où on puisse se réunir des entrepreneurs, une école de l'entrepreneuriat. J'avais même imaginé un MBA, créer le MBA de l'entrepreneuriat. C'était un truc auquel je pense régulièrement. Et puis également ce que j'appelle moi une sorte de lieu physique, un endroit, une sorte d'incubateur où on aurait pu réunir comme ça l'ensemble des entrepreneurs avec tout ce dont ils ont besoin en matière d'accompagnement, de formation, de marketing, pourquoi pas de financement, ce genre de choses. Bon, voilà. Donc c'est un projet comme ça un peu global que j'ai décliné. Et puis après le podcast, donc en mai 2022, eh bien, je me suis donné un challenge qui était de me dire, tiens, j'écrirais bien un livre, mon premier livre, et même une collection de livres business, de type, vous savez, les livres un petit peu pour les nuls, les trucs, les livres en noir et jaune là, qui sont des livres comme ça sur un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs. Et moi je m'étais dit, bah tiens, je trouverais intéressant de partir sur une collection de type entreprendre c'est apprendre. Ça s'apprend, c'est pas nécessairement inné d'ailleurs. Et je m'étais dit, bah tiens, ça serait intéressant de lancer une collection, je ne perds jamais, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je vous redonne le mantra. Eh bien, je m'étais dit, waouh, ça serait intéressant de lancer comme ça une collection de livres. Alors, par exemple, tout apprendre sur le marketing, le digital, la finance, etc., etc. Donc, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'entrepreneuriat, avec évidemment quelques pièces maîtresses dans l'entrepreneuriat. Donc cette collection-là. Et puis le premier livre qui va ouvrir cette, je dis qui aurait, j'utilise un imparfait, mais qui va ouvrir cette saga ou cette série, eh bien c'est un livre le premier du nom, comme on pourrait l'appeler, le livre Je ne perds jamais. Ce livre, j'étais en train de l'écrire et je voulais absolument l'écrire et le sortir, le lancer pour mes 50 ans. En mai, j'ai des fourmis qui me montent dessus. Euh, donc en mai 2024. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est pour ça que je prends cette parole et je prends cette capsule vidéo pour vous continuer à vous raconter cette aventure que peut-être je sortirai en plusieurs capsules parce que sinon ça va vous prendre la tête, mais c'est pour vous raconter un peu les coulisses et ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur. Il s'avère que donc mon père est tombé très malade en mai, début mai d'ailleurs, 2024. Et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, alors que j'étais en pleine j'allais dire terminaison, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon vocabulaire, mais en train de vraiment tout préparer pour lancer le livre Je ne perds jamais, le terminer et le lancer, eh bien, j'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon père a été malade, il a été hospitalisé, et pour la petite histoire, on est un an plus tard, on est en mai 2025, et il a quasiment passé un an à l'hôpital. Il est toujours hospitalisé, toujours très malade. Eh bien, ça m'a coupé tout.
ça m'a coupé l'élan, ça m'a coupé l'envie, ça m'a coupé la motivation. J'ai pas réussi à remobiliser mon désir d'écriture et bah, j'ai perdu tout simplement alors que je suis plutôt apparenté à un rock ou à quelqu'un d'assez solide qui est toujours dans l'action, hyper actif, oui, sûrement, certainement, même si je ne suis pas ce qu'on appelle testé officiellement d'un point de vue QI, HPI à la con, comme je dis souvent, et puis tous les TD, AH, X, Y, Z, comme je le dis, il y a de fortes chances que je sois quand même un petit peu dans ce genre de truc, avec jusqu'à présent, évidemment, énormément d'énergie, énormément d'activités, plein de projets parallèles, énormément de créativité en ce qui me concerne. Ma zone de génie, c'est quand même le produit. Alors moi, je suis dans la tech, hein, mais c'est quand même le produit, le marketing, la création. J'ai fait beaucoup de conception produit, conception logicielle dans le multimédia, puisque j'ai démarré avec le web hein, dans les années, encore une fois, les années 2000. Eh bien, tout ça a été complètement bloqué au frigo, au congélateur, au frigidaire. Et je n'arrivais plus à aligner quoi que ce soit, à aligner mes pensées. Et donc, en fait, c'est resté en plan. Donc, on est un an plus tard, mai 2025. Je vais donc, voilà, je fais 51 ans. Je fais ou je vais avoir, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Ma femme, ma chère, tendre et femme, me reprend tout le temps. Et je ne retiens jamais ce qu'il faut dire ou pas. Est-ce que c'est j'ai ou je fais je sais pas, on s'en fout. Donc en tout cas 51 ans, et puis un an plus tard, bah, en fait j'ai pas beaucoup bougé, j'ai pas réussi à retrouver, je dirais, la voie. Et entre-temps, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé, il y a l'IA au passage qui est arrivé. Hein, je vous rappelle que donc petit rollback, j'ouvre une petite. Vous voyez mon cerveau arborescent de merde à la noix là. Paf, je suis en train de partir. Ça y est, dans une autre neurone, une autre synapse. Euh, donc je reprends cette notion de 2022, novembre 2022, fin novembre 2022, sort au grand public ChatGPT. ChatGPT, OpenAI, la société américaine, avec ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model, qui est donc la première, je dirais, intelligence artificielle accessible à toutes et tous via une interface et avec laquelle on va pouvoir interagir. Et donc à partir de là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais c'est pour vous dire que donc sur le livre Je ne perds jamais et la collection Je ne perds jamais, en gros, coincé total, rien n'y fait, moi complètement pris, je suis parti au Portugal pour mon anniversaire, c'était horrible, c'est-à-dire que je m'étais fait tout un scénario, tout un film de ce que j'avais envie de faire pour ma journée des 50 ans, etc. Au final, j'ai pris l'avion, je suis parti au Portugal, c'était la cata, j'étais au chevet de mon père, enfin bon, je vous passe le détail, je ne suis pas là pour vous raconter mes, mes turpitudes personnelles, mais quand même, ça explique pas mal de choses. Et donc, c'était horrible, c'était pourri. J'ai plus jamais, enfin, depuis, j'ai pas réussi à reprendre le cycle et l'écriture de Je ne perds jamais. Mais par contre, évidemment, dans le cadre de mon activité de société, moi je suis dans le monde de la tech depuis. J'ai jamais quitté le monde de la tech depuis ma première start-up. Et donc, j'ai eu différentes activités, dont celle agence conseil en transformation digitale, beaucoup de développement de plateformes IT. Moi-même, je suis pas un tech, hein, mais je suis associé à un ami, un associé qui s'appelle Pascal Roche et qui lui est un CTO, hein, Chief Technical Officer comme on dit. Donc lui un ingénieur avec des développeurs qu'on a, etc. Donc on baigne dans cette technologie, dans ces innovations. Et en fait, évidemment, quand l'IA est arrivée, bah, c'est devenu notre nouveau bac à sable. C'est-à-dire que nous, on a tout le temps été plongé dans la tech, dans le web, dans l'IT, dans le cloud qui est arrivé. On est devenu éditeur de logiciels
logiciel en SaaS, Software as a Service. Donc on a toujours baigné là-dedans. Et évidemment, quand l'IA est arrivée, on a sauté dedans à pieds joints. C'est un bac à sable géant. Moi, je suis un passionné de tech. Je suis diplômé, pour ceux qui ne savent pas, je suis diplômé d'un BTS domotique. Donc je suis un geek. J'ai toujours adoré tous ces automatismes, tous les trucs d'informatique, de réseau qu'on pouvait mettre dans les maisons, etc. Et donc avec l'IA, il s'est passé la même chose. Et donc, comme je n'arrivais pas à écrire, à continuer mon livre, je ne perds jamais, hein, voilà. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, j'avais envie, j'ai eu une envie, donc je m'y suis agrippé parce que l'envie m'avait quitté. Alors quand j'ai eu cette petite envie qui a germé, je me suis dit là, il faut que je m'accroche. Et donc je me suis mis en tête d'écrire un roman, un livre, un roman de science-fiction. Et pourquoi j'ai choisi la science-fiction pour écrire un livre sur l'IA? Parce que d'ailleurs la thématique ou le sujet du livre c'est l'IA, ou je devrais dire les IA, les intelligences artificielles. Eh bien je me suis mis en fait dans la projection de me dire, vu la vitesse et vu l'évolution tellement rapide, tellement tsunamiesque, je ne sais pas si ça se dit, un tsunami qui bouscule tout sur son passage. Et donc c'est très compliqué d'être à la page, d'être à jour, parce que actuellement on est en 2025, on entame un cycle des 25 prochaines années. C'est là où il va y avoir clairement quelque chose d'absolument stratosphérique qui va se passer sur l'IA et les IA. Et je me suis rendu compte que quasiment tous les jours, en ce moment, il y a des annonces, il y a des effets d'annonce. Il y a des sociétés qui se lancent, évidemment, les très gros acteurs sont tous présents, hein, les Google, les Microsoft, OpenAI évidemment, et un certain nombre de modèles d'IA qui se sont lancés, comme Mistral, les Français, comme Anthropic avec Claude. Donc il y a une espèce de bouillonnement d'IA avec des modèles, on appelle ça des modèles d'IA qui progressent en fait vraiment à des vitesses presque lumière. Et donc je me suis rendu compte qu'il était, à peine tu posais une phrase ou des mots sur quelque chose qui touche l'IA, que le jour d'après ou la semaine d'après, en fait, c'était déjà caduque. Donc, dans ces conditions-là, il m'est apparu extrêmement complexe d'écrire un livre sur l'IA. Bien que, encore une autre parenthèse, donc on refait un saut spatio-temporel dans mes synapses neuronales, bien que j'écris et on écrit avec Pascal un livre à quatre mains. On dit faire du piano à quatre mains, mais nous on écrit un livre sur l'IA à quatre mains, un livre business, et on va faire en sorte qu'il soit suffisamment transversal et avoir une approche, je dirais plutôt modélisée, globale des IA pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour les PME. Et donc là, on va s'affranchir de l'actualité. Parce que si on est dans l'actualité, on est mort. On peut rien faire. Donc vous verrez, je vous en reparlerai. On fait un livre, on est en train d'écrire un livre à quatre mains avec un concept très original où il y aura deux parties. Une partie qui sera voilà, un socle très informatif et éducationnel sur l'IA, les IA. Et puis ensuite, on a, comme on va faire ce qu'on appelle de l'auto-édition, avec la maison d'édition Je ne perds jamais, parce que j'ai monté dans mon écosystème, j'ai créé la maison d'édition Je ne perds jamais pour être totalement autonome, et j'en fais un projet entrepreneurial un de plus. Eh bien, on va décider de mettre à jour très régulièrement la partie 2 qui sera des essais philosophiques, dystopiques, utopiques sur les IA, sur l'ensemble des facettes bousculées par l'IA, c'est-à-dire tout, la politique, le social, l'industrie, les entreprises, l'emploi, etc., etc. Donc on va avoir comme ça un livre qui va être vivant, qui va être mutant, qui va évoluer au fil du temps. Et grâce à l'auto-édition, eh bien, en fait, on peut éditer, ajouter, mettre à jour le contenu. Donc ça, c'est un autre sujet qui est en cours. Je reviens à ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que comme je n'arrivais pas à écrire Je ne perds jamais, le livre, mon livre plus ou moins autobiographique, avec une volonté de transmettre ce que j'ai appris et ce que je sais sur l'entrepreneuriat aux
plus de 45 ans, hein, clairement, ma cible, hein, parlons de cible quand même, c'est quand même de m'adresser à évidemment tout le monde, mais par essence, mon parcours consiste à aujourd'hui témoigner et raconter des choses qui sont très utiles à des personnes qui ont la même configuration potentielle que moi, c'est-à-dire qui sont parfois des cadres, qui sont salariés, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont avoir un contexte familial avec des enfants, etc. Mes conseils d'entrepreneuriat pour un jeune de 20 ans qui a pris un billet et qui est parti à Malte, à Dubaï ou que sais-je, ça va être moins pertinent, on va dire. Mais voilà, donc comme je n'arrivais pas à écrire ce livre, je ne perds jamais, eh bien, je me suis mis en tête de me lancer sur le roman de science-fiction, et alors avec une vision futuriste très éloignée. C'est-à-dire que je ne me projette pas du tout dans quelque chose qui est genre à 2050 ou 2075, etc. Non, pas du tout. Je suis sur pour avoir en fait aucune contrainte imaginative, je ne sais même pas si quel vocabulaire il faut utiliser, je prends quelques libertés avec la langue, eh bien je me suis dit que j'allais raconter quelque chose qui est à un futur très éloigné, en milliers d'années, et pas un futur proche de quelques centaines d'années. Pourquoi? Parce que ça a l'énorme avantage de laisser vagabonder, j'ai les fourmis qui m'attaquent de partout là, de laisser vagabonder en fait mes idées, mon concept, et d'essayer d'imaginer tout ce qui fait notre humanité sur cette planète terrestre, et sur des choses voilà, où je n'ai pas comment dire, de contraintes limitantes sur ouais tiens qu'est-ce que ça va donner l'emploi, la politique, l'économie, la géopolitique, etc. Si j'essaye de faire des essais que par ailleurs j'écris à côté, mais là je voulais pas du tout être dans quelque chose qui soit voilà trop proche, parce que évidemment c'est un exercice qui est extrêmement difficile de faire de la projection ou de la prospective. Donc voilà, je suis dans un roman SF, un roman de science-fiction. Le titre est intéressant, je peux vous le donner. Le titre est déjà arrêté et le titre du livre s'appelle Les derniers hommes, avec un grand H à homme, hein, puisque homme-femme, on va pas recommencer la guéguerre. Les derniers hommes. Pourquoi ça? Parce que je considère que, évidemment, l'IA, hein, les algorithmes, les mathématiques, l'informatique, ça fait 50 ans. 50 ans, 60 ans que c'est dans les labos, dans la recherche, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus, qu'évidemment les très grosses boîtes, notamment qu'on appelle les GAFAM américaines, Meta en tête, hein, Facebook, tout ça, travaillent sur des algos depuis des années, et il y a des IA, je dirais, à peu près partout déjà, mais la très grande différence, c'est que désormais OpenAI a vraiment ouvert la boîte de Pandore, si je puis dire, en mettant à disposition du public, de tout un chacun, le fameux ChatGPT. Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré que jusqu'à présent, d'une certaine manière, on avait de l'informatique, on avait de la puissance de calcul, on avait des serveurs, on avait des chercheurs qui faisaient travailler des lignes de code, des programmes, mais il n'y avait pas d'intelligence synthétique dedans, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, c'était un programme. Et je vous en reparlerai d'ailleurs sur les quatre couches de l'IA. Et donc je considère qu'à partir du moment où désormais on a des intelligences artificielles à disposition de l'homme, de l'humain, qui l'a inventé, hein, c'est l'humain qui a inventé ces modèles et ces intelligences artificielles, et bien désormais, dans tous les registres de recherche, biologie, physique, santé, médecine, politique, anthropologie, peu importe, tous les domaines, désormais, l'ensemble des équipes de recherche et des gens et des entreprises dans le monde, en fait, utilisent systématiquement de l'IA. En complément, en assistance, oh là là, je me fais attaquer par les moucherons, en assistance à leurs travaux de recherche, mais désormais, je considère que maintenant que des cerveaux humains
ont inventé les l'IA, il n'y a plus aucune raison que vous ne les utilisiez pas quand vous faites des travaux de recherche. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les derniers hommes, avec ce petit clin d'œil qui consiste à dire que désormais, toutes les recherches qui sont effectuées et tout ce qu'on va trouver à partir de maintenant, ça va plus être seulement des puissances de calcul informatique ou des algorithmes ou des laboratoires de recherche qui ne possédaient que de l'intelligence humaine et de l'informatique pour faire des algorithmes. Désormais, ces chercheurs, femmes et hommes, travaillent avec de l'IA dans leur logiciel, dans leur machine, dans leur hardware, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai considéré que désormais on peut marquer ça d'une croix dans le calendrier à partir du moment où donc l'IA est sortie comme ça au grand public. Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui n'importe qui sur la planète Terre, ça peut être un enfant de 8 ans, 12 ans, 15 ans, peu importe, eh bien peut utiliser différents modèles d'IA pour inventer, pour trouver, pour créer des choses. Et c'est plus un cerveau humain seul, sans altérité, on va appeler ça comme ça, une altérité, sans altérité IA. Et c'est pour ça que je considère qu'on est dans l'ère des derniers hommes, dans ce sens-là. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est je vais en profiter pour vous raconter. Oh là là, j'ai des gens qui passent et qui disent ouais, stop aux gamins, parce que les gamins ils sont en train de se balader, de faire n'importe quoi. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'IA, en fait, je considère qu'elle est de quatre niveaux, quatre couches de millefeuille. Parce que l'IA, elle est par exemple, pour moi, elle est logicielle. L'IA, c'est des modèles de langage, des LLM, il y a ce qu'on appelle l'IA générative, et en fait, ce sont des interfaces, des ordinateurs, des logiciels avec les fameux data centers, tout ça, on fait tourner tout ça, et la manière qu'on a de dialoguer, je ne sais pas comment on peut dire ça d'ailleurs, de dialoguer, de converser, d'utiliser cette IA, c'est à travers une interface, donc un logiciel. Ça, c'est le premier niveau de l'IA. Le deuxième niveau de l'IA, c'est une IA que moi j'appelle hardware. D'accord. Hardware, ça veut dire en anglais, dans les produits, dans les appareils, dans les machines. Et donc notamment, par exemple, dans n'importe quel objet connecté. On peut parler de ça. Jusqu'à présent, il y a des milliards et des milliards de IoT, on appelle ça comme ça, Internet of Things, le monde des objets connectés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, oui, votre frigo, il était connecté, mais il n'était pas intelligent. Votre micro-ondes, etc., tous les appareils industriels qui sortent, etc., avaient de la puissance de calcul. Encore une fois, on dit que par exemple un téléphone, un smartphone a énormément de puissance de calcul, mais il faut bien comprendre que c'était du logiciel, c'était de l'appareil, de l'hardware, avec des microprocesseurs, avec de la puissance de calcul. La puissance d'un smartphone a dépassé la puissance de certains ordinateurs. Grand public. Donc ça, c'était une réalité. Et c'était connecté. Le niveau, c'était un niveau de connexion à quoi? Notamment à Internet. Tout est connecté à Internet. Et quand moi je dis que désormais on est passé dans l'IA hardware, c'est que tous ces appareils connectés, désormais, ils ne sont pas seulement connectés avec du microprocesseur et de la puissance de calcul. Désormais, il y a de l'IA. Et il y en aura de plus en plus. Et je dirais que, comme je dis les derniers hommes, eh bien on pourrait dire les derniers hardware. C'est-à-dire que moi je considère que désormais, à partir de maintenant, en fait, on va aller de plus en plus vers aucun hardware, aucun appareil, aucun produit qui ne sera pas connecté à de l'IA. Et même du textile, et même du vêtement, même etc. Donc ça, c'est la deuxième couche de l'IA, c'est l'IA software, première couche, l'IA hardware. Ensuite, la troisième couche que je considère d'IA, c'est la robotique. Et la robotique, c'est un peu comme les objets connectés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, un robot, c'était un programme. Vous aviez un bras articulé ou même un humanoïde. Il y avait, pour ceux qui connaissent, Aldébaran Robotics, qui avait lancé une gamme de robots qu'on appelait Nao et Pepper. C'était les petits robots Cocorico. C'était une boîte française qui s'était lancée là-dedans. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'IA.
C'est-à-dire que le robot, il répondait à un programme. Un informaticien, des informaticiens le faisaient bouger, le faisaient réagir avec de la programmation, du code informatique. Il n'y avait pas du tout d'IA. Et donc, même chose, je considère que le troisième couche de millefeuille, la troisième couche de millefeuille qui est fortement altérée désormais avec de l'IA, c'est que désormais, dans les robots, dans la robotique, et ben là aussi, on va plus se contenter d'être seulement connecté, d'avoir seulement un programme informatique, mais on va avoir un programme informatique, de la connectivité et de l'IA. Donc la troisième couche d'IA, c'est la robotique. La robotique IA. Ça va évidemment tout changer, hein. Il faut comprendre qu'à chaque fois que je vous dis ça, tout change. Le logiciel qui était un programme sans IA, le hardware qui était un produit, quelque chose industrialisé sans IA mais connecté, tous ces trucs-là qui se voient greffer de l'IA voient leur vie, si on peut appeler ça comme ça, leur fonctionnement totalement transformé. Idem pour la robotique. Et enfin, le quatrième étage de la fusée, la quatrième couche du millefeuille de l'IA, c'est le quantique. Alors, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne font pas du tout l'amalgame et séparent fortement le quantique en disant non, non, le quantique ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est pas de l'IA. On est sur du qubit, etc. Bon, je ne vais pas vous embêter avec les technologies, mais c'est quelque chose de très complexe, le quantique. Et moi, je considère pour autant que oui, il va y avoir le mariage, il va y avoir la fusion, l'alliance du quantique avec l'IA. Et alors là, je dirais que strictement personne sur Terre actuellement ne peut imaginer ou n'est capable tout simplement d'estimer ce que ça pourrait donner et ce que ça donnerait. Parce que le quantique, c'est de la puissance de calcul phénoménale et associer le quantique à de l'IA, d'avoir de la puissance de calcul énorme avec de l'IA, ça ouvre un champ des impossibles qui est infini, il n'y a plus de limite. Parfois en rigolant, je dis à des gens que potentiellement dans les prochaines années, on va comprendre le langage des animaux et que potentiellement on va savoir parler chien, chat ou ce que vous voulez. Et ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais vous prenez n'importe quoi qui vous entoure, qui nous entoure, et tout ce qu'on croit savoir sur un état de fonctionnement actuel va être complètement modifié. Et donc à partir de ce moment-là, ben, il faut bien comprendre que tout ce qui concerne la cosmologie, l'étude de l'espace, des planètes, l'aérospatiale, l'énergie infinie, évidemment on est très loin d'avoir encore découvert, mais tous ces phénomènes de climat, etc., tout ça peut potentiellement être totalement bouleversé avec des trouvailles, avec des solutions, des résolutions qui vont être possibles grâce au quantique et à l'IA. Alors évidemment, quand on est en 2025 et qu'on dit ça, tout le monde dit mais non, n'importe quoi, etc. Mais il ne faut pas oublier que moi, je suis animé complètement, j'ai vécu les différentes couches et les différentes vagues d'évolution technique, technologique. J'ai vu arriver le web, évidemment, qui a été absolument une révolution absolument incroyable, le cloud, les smartphones, le mobile, les télécoms, les logiciels, le SaaS, enfin, énormément de technologies, la robotique, etc. Donc j'ai vu arriver toutes ces phases, toutes ces évolutions technologiques, et on voit bien aujourd'hui que les mêmes qui, il y a 25 ans, disaient « Ouais, mais non, le web, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais », comme la Twingo, la pub pour la Twingo, ceux qui connaissent, qui sont de la génération X, savent que la Twingo a été un best-seller de petites voitures à la française, chez Renault d'ailleurs, moi c'est Renault, et en fait tout le monde disait mais non mais qui voudra d'une petite voiture avec des couleurs, un pot de yaourt, etc. Bon, ça a cartonné. Et là, moi, je suis complètement vierge de toute idée gravée dans le marbre, en fait. Et quand vous êtes dans cette situation-là, ben, vous vous rendez compte que, évidemment, c'est très malaisant, parce que quand vous commencez à vous dire il n'y a pas de champ d'impossible, le champ des possibles,
il est infini. Eh ben, vous prenez n'importe quel sujet, et je m'amuse de temps en temps d'ailleurs. Je m'amuse à regarder, à me dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand on va comprendre ce que disent les animaux, qu'on va pouvoir parler avec eux. Pareil pour tous les sujets en fait, la santé, le truc, la prévention. Aujourd'hui, on est malade, les humains sont de plus en plus malades, plein de maladies, des cancers, des trucs, etc. On ne connaît pas un millionième de comment fonctionne notre cerveau, notre corps, etc. Mais à partir du moment où on va évoluer avec ces IA et ces fameuses quatre couches, c'est-à-dire le logiciel, le hardware produit, la robotique et le quantique, ben, il faut bien comprendre que en fait, tout ce que vous êtes persuadé, tout ce qu'on croit savoir, va complètement imploser et être mis en mode reset. Donc voilà ce que je voulais vous raconter sur cette histoire de les derniers hommes. Et pourquoi je vous dis ça aussi d'ailleurs, sans coupure, je continue et je vous raconte ça parce que j'ai dans mon esprit très indépendant et très libertarien, en fait, j'ai voulu décliner, comme je vous le disais, je ne perds jamais. En faisant par exemple, en créant la maison d'édition. Il y a un programme d'ailleurs de coaching et d'accompagnement à l'écriture des autres entrepreneurs parce que je veux en faire un projet entrepreneurial à part entière. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple les derniers hommes, je ne le conçois pas autrement que comme un livre papier, une déclinaison en e-book, livre électronique en gros, également une version audiobook. Et potentiellement, je ne me mets aucune barrière, aucune limite. Pourquoi pas une série, une saga, une bande dessinée, une série télé, un film de cinéma, etc. etc. C'est-à-dire que je conçois le truc comme étant vraiment un projet d'une envergure globale. Et ce faisant, donc notamment si je prends la partie audiobook, comme ça touche à l'IA, effectivement, il faut comprendre que, en ce qui me concerne, j'ai complètement adopté, embrassé les IA au quotidien. Tous les jours, j'utilise plusieurs IA différentes dans tous les registres, dans le registre de la créativité, des images, de la programmation, même alors que je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne savais pas poser une balise HTML, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. Là, il faut comprendre que les IA ont absolument bouleversé tous ces sujets-là. Et je dirais que c'est pas un problème du tout pour moi, parce que je suis, entre guillemets, éduqué et j'ai eu des apprentissages de ma fameuse génération X. Donc l'IA débarque dans ma vie alors que je suis déjà éduqué. On pourra parler de ce que ça va provoquer pour nos jeunes, pour nos adolescents, pour nos jeunes générations qui, entre guillemets, vont se plonger et vont être des IA natives. Hein, il y avait les digital natives, mais là, on va avoir les IA natives, c'est-à-dire que ma fille de 7 ans, eh ben, elle va grandir avec l'IA qui va faire partie de sa vie de manière totalement naturelle. Et là, on a des enjeux très complexes de sens critique, de savoir interpréter et garder de l'humain dans la créativité. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, évidemment, que pour moi, c'est absolument naturel et pas du tout un problème que le travail de création de l'œuvre Les Derniers Hommes se fasse avec de l'IA. Et je rencontre énormément de détracteurs et de gens en mode va des rétro satanas, gna gna gna, il faut pas écrire un livre avec de l'IA, encore moins la version par exemple audiobook pour la voix, parce qu'aujourd'hui il existe beaucoup de voix, des sociétés comme Eleven Labs qui sont des spécialistes de la voix, etc. Et qui ont donc des idées hyper arrêtées par rapport à ça, alors que moi en fait je le prends comme ça vient, je le prends comme un test entrepreneurial, une expérimentation d'œuvres créatives en fait. Et donc clairement, Les Derniers Hommes est un livre que j'écris avec évidemment mes idées. J'écris énormément de choses parce que j'ai une tablette, j'écris carrément même à la main, alors pas sur du papier mais avec un stylet et une tablette. Mais donc j'écris évidemment les idées, le scénario, le concept, etc. Mais clairement, ça serait mentir de dire que je ne fais pas appel à l'IA. Je fais appel à plusieurs IA différentes d'ailleurs, et je triture dans tous les sens des morceaux d'écriture, des scénarios,
Je fais énormément de recherches documentaires, etc. Et j'apprends énormément de choses parce que je touche à plein de sujets dont je ne suis pas expert dans mon livre de science-fiction. Donc je me forme. Et donc l'IA fait partie intégrante de la création de l'œuvre, et notamment dans la version dite oui, de rédaction, d'écriture. Après, par contre, il faut savoir que, par exemple, je tiens à en faire une version audiobook. Donc j'ai fait la rencontre d'ailleurs d'une personne formidable qui est un coach de voix, un professeur de voix, un metteur en scène qui s'appelle Alexandre Damiani, qui est devenu un ami. Et typiquement, je travaille ma voix avec lui parce que je veux tout simplement produire ma propre version audio. Alors, sachant que dans la version audio, on peut considérer qu'il y a deux versions. Il va y avoir ce que j'appelle un audiobook qui va s'apparenter à une sorte de lecture, bien que maintenant que je travaille avec Alexandre, ce n'est pas une lecture, une histoire que vous racontez à vos enfants au pied du lit. On est vraiment sur l'incarnation de la narration, donc on est plutôt dans l'ordre de la comédie, du jeu de comédien, et donc de voix de doublage presque, pour interpréter ce livre. Donc je travaille là-dessus, sachant que je suis un total amateur, hein, je ne suis pas comédien, je ne fais pas de théâtre, etc. etc. Donc je vais vraiment, toute proportion gardée, faire du mieux possible cette version audiobook. Et je compte en fait, par contre, créer une véritable narrative audio. C'est Alexandre qui m'a dit que ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire cette fois-ci une œuvre vraiment racontée, jouée, c'est-à-dire un vrai jeu d'acteur avec des voix, avec des bruitages, etc. Et donc là, j'espère bien réussir à vous, d'ici quelques temps, parce que ça ne sera pas tout de suite, mais faire en sorte qu'il y ait la version vraiment audio, mais en fait narrative audio, et pas audiobook simplement voilà, lu à la voix, quoi, sans bruitage ni rien. Donc il y aura les deux, et je travaille là-dessus avec mon coach pour améliorer ma voix, et sachant que ça m'aide de toute façon au quotidien, puisque la voix, je l'utilisais déjà et beaucoup dans le podcast évidemment, et puis donc dans cette version de Les Derniers Hommes. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que Les Derniers Hommes, je suis en train de travailler sur ce sujet-là, et d'en faire également en fait une newsletter, un concept où je pense que je vais vous offrir petit à petit des extraits, des morceaux de chapitres, à la fois sous forme d'écrit, d'extraits, et à la fois sous forme d'audiobook, puisque évidemment ça me rattache au sujet du podcast que j'adore et que je continue à faire avec Je ne perds jamais. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter. Ça va faire un peu office de bilan, parce que, eh bien, mine de rien, je suis sur donc mai 2025, je suis sur le bouclage de la troisième saison du podcast Je ne perds jamais. J'ai pas tout à fait les 100 épisodes, mais mine de rien, il y a quasiment déjà 100 épisodes qui sont donc des interviews d'entrepreneurs avec des femmes et des hommes, bien équilibrés d'ailleurs, sur vraiment une diversité de profils très intéressants. Et donc je vais continuer à travailler et à produire ce podcast Je ne perds jamais, qui franchement est un moment pour moi vraiment incroyable de rencontres, de se connecter avec les personnes, de créer un lien très intime lors des conversations, puisque ce sont des discussions, des conversations, des interviews que j'ai avec eux. Et ça, je vais continuer, et ça s'inscrit vraiment dans cet écosystème, ce projet Je ne perds jamais. Voilà. Les livres, eh ben écoutez, je vais faire, alors à nouveau, pour la deuxième année consécutive, je dirais je trébuche, puisque je voulais que pour mes 51 ans, j'avais raté les 50 ans, je voulais pour les 51 ans réussir à être prêt. C'est pas tout à fait le cas. Je vais travailler évidemment très fort pour que ça sorte dans les tout prochains mois, et en tout cas sur 2025. Et tout ça pour revenir à le point de départ de ce bilan que je fais avec vous. C'est que évidemment,
il ne vous aura pas échappé que il est extrêmement compliqué de gérer l'aspect personnel d'une vie, de sa vie, de ma vie en ce moment parce que évidemment mon père étant dans des difficultés de santé avec un risque non négligeable de tout simplement de mort, hein, c'est la naturalité de la chose, hein, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui se passe, pour ceux qui écoutent ou regardent cette vidéo, comprendront eux-mêmes que quand vous êtes vous-même père, et moi je suis père de 3 enfants, et bien quand vous perdez votre père, évidemment, ou quand vous allez perdre votre père, il se passe des choses très compliquées, parce que le papa, celui qui reste, bah, c'est vous. Parce que vous allez perdre votre père et que le dernier père vivant, ça va être vous. Et donc, mine de rien, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui est très complexe à gérer en fonction des caractères qu'on peut avoir, en fonction de sa spiritualité également aussi d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un véritable euh, roller coaster, une machine à laver émotionnelle très complexe pour continuer à faire ce que vous avez envie, vous organiser, maintenir votre routine, gérer votre business. Moi, évidemment, j'ai les business qui continuent à côté, avec Pascal, mon associé, etc. Et donc tout ça est extrêmement compliqué et c'est quelque chose à pas négliger. Et donc voilà, donc sans chercher d'excuses, sans chercher à me soustraire à mes objectifs, eh bien, je me donne le droit de me dire, ben voilà, ben, c'est pas prêt, ça sera pas pour les 50 ans, c'est pas pour les 51, le 30 mai, parce que c'est le 30 mai, bon, mes 51 ans, mais voilà, sachez que je vais continuer à avancer sur ces dossiers-là et à vous tenir informés, à vous, je dirais, vous inclure dans ce parcours et à m'ouvrir à vous, à faire ce qu'on appelle en anglais du build in public ou build with public, avec l'audience, la communauté, sur l'ensemble de ces sujets-là. Évidemment, interagissez avec moi si vous avez envie de parler, de débattre autour de l'IA. Évidemment, ma tasse de thé, c'est l'implémentation hein, de l'IA auprès de clients qui sont les PME. Hein. Moi, j'ai toujours fourni des produits, des services auprès des PME, c'est mon cœur de cible. Eh bien, n'hésitez surtout pas. Et puis, on pourra parler, encore une fois, on peut parler de podcast, on peut parler évidemment de tout ce que je fais sur la partie maison d'édition, si ça vous intéresse, le programme de coaching en écriture, il y a une nouveauté aussi que je vous annonce, je peux l'annoncer là, eh bien dans la nébuleuse, dans l'écosystème Je ne perds jamais, eh bien je lance l'agence de conférenciers, de représentation de conférenciers Je ne perds jamais. Pourquoi? Parce que moi-même, eh bien j'interviens et je suis intervenu auprès de public, auprès d'entreprises sur soit de la motivation, soit mes zones d'expertise qui sont, en ce qui me concerne, la conception produit, la vente, le côté commerce, la vente B2B. Et évidemment, bah, la tech, l'IA, l'accompagnement, le conseil stratégique des dirigeants au niveau de l'IA. Et donc, ce faisant, eh bien, je me suis dit, en fait, j'ai autour de moi un certain nombre de réseaux, de contacts, vraiment avec qui j'ai un relationnel vraiment très particulier, très fort. Et je me suis dit, bah tiens, ces gens-là, ces amis, ils ont également des compétences, des zones de génie très, très pointues, avec beaucoup de choses à dire, et notamment des conférences disponibles, prêtes à être partagées avec des clients, avec des entreprises, des organisations, quelles qu'elles soient. Et donc j'ai décidé de leur prêter, d'héberger ce catalogue de conférences, de conférenciers, d'animation d'ailleurs, parce qu'on peut aussi animer, débattre des tables rondes sur nos expertises. Et donc voilà, donc sachez que je vous annonce le lancement de l'agence Je ne perds jamais.
l'agence de conférences, de conférenciers Je ne perds jamais, femmes et hommes, avec voilà, une première je dirais, vague d'informations dans les tout prochains jours, où je vais vous présenter la petite dizaine des premiers conférenciers qui intègrent ce nouveau module de Je ne perds jamais. Voilà. Je vous dis à bientôt sur les réseaux. C'était Patrick. Je ne perds jamais. Voilà. Et que la force soit avec vous. Et puis, on continue d'avancer tous ensemble. Vive l'entrepreneuriat. Bye bye.